La région du Sud, disait-on, c'est le bastion imprenable de Paul Biya, lui-même Boulou et Lodja et Lobo étant pratiquement sous ses pieds. On a donc vu des opposants se faire tabasser, se faire chasser dans ces régions. Parce que le régime Biya avait axé sa politique sur la haine de l'étranger qui vient d'autres contrées pour les exploiter, qui est le criminel qui tue et qui est là aussi pour arracher leurs terres. Or, l'actualité nous démontre depuis un certain temps que la famille Biya ne défend pas les terres, mais plutôt exploite les terres du Cameroun avec des puissances étrangères et particulièrement les Chinois. On a d'ailleurs parlé des individus tels que le neveu de Biya, Mbonda Bonivan, qui est en train de piller des ressources minières et forestières du Cameroun à travers toutes les régions. Ces terres ont été vendues aux Chinois, aux Coréens. Alors que c'est cette famille présidentielle qu'on nous présentait comme étant justement les gens qui veulent protéger le Cameroun, qui veulent garder le Cameroun contre l'emprise des puissances impérialistes. Mais la région du Sud s'est longtemps tue parce qu'il n'y avait pas aussi des outils de communication. On a cru que l'Omboulou était vendu et que eux tous, ils acceptaient et étaient complices de la malgouvernance du régime Biya. Mais, à l'instar de Charles Atebayeni, qui avait déjà commencé à dénoncer, qui publiait même des livres contre le régime Biya, le régime RDPC, alors que lui-même était du RDPC, et il était du Sud. À l'instar de Valère Bessala, aussi un Ekambeti, qui se bat depuis un certain temps et qui d'ailleurs a démissionné de cette autoroute qui lui était, ce boulevard qui était devant lui, pour devenir préfet, gouverneur et pourquoi pas ministre. On a vu, disais-je, des Ekambeti et des Boulous qui se sont levés, non seulement pour prendre la direction de l'opposition, mais surtout pour dénoncer Paul Biya. L'un des hommes les plus percutants, après bien évidemment l'arrestation de Maman Pilon, qui a connu des tortures, des humiliations, parce que juste, elle critiquait le mal-être de l'homme du Sud. Elle a été déportée et jetée dans la prison de Fou. Mais l'homme du Sud, intelligent également, qui subit les mêmes pauvretés, les mêmes injustices. Les hommes du Sud ont donc commencé à prendre la voie de l'opposition. Ils n'ont plus peur. Ils parlent. Et l'un des plus grands leaders, c'est le professeur Abayono. Percutant, intelligent, puissant par la prise de son charisme, le professeur Abayono est en train de déraciner Paul Biya de sa propre région. Boulou et surtout Didier Lobo, le professeur Abayono, lui-même le disait, n'a pas voulu sacrifier son intelligence au profit de son ventre. Il a voulu plutôt être du côté du peuple pour revendiquer. Ce peuple qui n'a point de bouche, ces Boulous qui, bien que démunis, sont obligés de subir aussi le non-développement, le défaut d'infrastructures, des écoles, la misère ambiante
et qui de surcroît sont nargués par leurs élites, tels que les femmes Ndongo, des gros profiteurs, les Léopold Motazé, grands voleurs, sans pour autant oublier celui-là qui est à la CNPS, et d'autres qui sont un peu partout. Femme Ndongo est ministre depuis fort longtemps, mais dans son propre village, on se plaint de lui. Tous les autres sont milliardaires, mais dans leur village, les boules se plaignent. Et il fallait donc un leader. Il a choisi la voie de la raison, la voie de la justice, la voie de l'opposition. Et surtout, il a fait des vraies dénonciations. Cette fois-ci, comme le disait Descartes, les dés de Dieu tombent à pic. C'est le 18 juin, à l'instar du général de Gaulle, que le professeur Abayono a aussi lancé sa missive, son appel au peuple du Sud, de se dresser contre le destructeur, le malfaiteur, le pilleur, Paul Biya et toute sa bande. Oui, il ne l'a pas fait seul. Il a trouvé d'autres personnalités, des universitaires, des gens intelligents, qui se sont joints à lui pour dire c'est fini. C'est une véritable bombe. Cette intervention et cette lettre, cet appel du professeur Abayono. Parce qu'avant on disait que le MRC c'est le parti des Bamileke. On disait que ce sont des Bamileke qui veulent détruire le pays. Mais là, ce sont les fils du Sud qui se lèvent et qui lancent la révolution. Mesdames et messieurs, suivons donc l'intervention, ou plutôt la lettre du professeur Abayono. Embarquons résolument dans le train du bonheur. Yes. C'est lui. Nous vivons un moment politique décisif pour l'ensemble du pays et singulièrement pour la région du Sud. Car depuis 43 ans, M. Paul Biya règne sans partage sur le Cameroun et l'ancienne province du centre-sud, devenue province du Sud, puis région du Sud, sa région natale, laquelle fait l'objet de toutes sortes de préjugés, de mensonges et de fantasmes. En cette période cruciale de notre histoire nationale, les populations du Sud se doivent de prendre la pleine mesure de leur responsabilité morale, historique, individuelle ou collective. Elles peuvent opter de se taire et d'accepter tous les mensonges qui sont répandus sur elles, tout comme il leur est possible, il leur est loisible de prendre la décision digne et courageuse de se prononcer et d'agir pour le bien de leur région et du pays tout entier, dans le contexte actuel bouillonnant de fin certaine du régime Biya et d'avènement d'un nouveau régime de rupture, soucieux du bien-être de l'ensemble des Camerounais, Camerounaises. C'est donc à nos frères et sœurs du Sud qu'est adressée cette interpellation citoyenne sous forme de déclaration. Chers frères et sœurs, au cours de la période sensible et délicate que traverse actuellement le Cameroun, et dont le point culminant est l'élection présidentielle, qui inéluctablement pointe à l'horizon, nous avons le choix entre deux attitudes.
La première est celle du silence, de l'inaction, de l'observation passive, tels des étrangers de passage au Cameroun, le choix de la peur ou de la connivence avec le régime sortant au cours de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Si telle est notre posture, nous aurons opté pour la démission. Nous aurons choisi de continuer à subir encore et toujours, après avoir subi depuis 1982. Ce sera alors un choix irresponsable. Pourquoi irresponsable? Parce que chaque citoyen doit exiger de ceux qui aspirent à gouverner de meilleures conditions de vie pour lui-même, pour ceux qui lui sont proches. Face à un régime sortant et bientôt sorti, qui a lamentablement échoué dans tous les secteurs de la vie nationale, nous devons exercer notre sanction dans les urnes lors de cette élection présidentielle. Sinon, notre sort est celui de nos proches parents, frères et sœurs, enfants, etc., est négativement scellé. Rester donc passif dans le contexte actuel, c'est être irresponsable. L'autre attitude utile, responsable, c'est celle de l'engagement de l'action, de la participation au grand changement politique qui va s'opérer cette année. Le véritable changement est celui qui vient du peuple. Après 43 ans, nous pouvons affirmer que le changement qui a eu lieu en novembre 1982 au Cameroun et qui ne venait pas du peuple n'a quasiment rien apporté de bénéfique aux populations paupérisées à la région du Sud. La nomination des ministres et des directeurs généraux originaires du Sud n'a rien apporté à l'écrasante majorité des Camerounais de cette région, dont les conditions de vie se sont considérablement dégradées en comparaison à celles connues jadis sous le président Ayedjo, notamment. Les raisons de notre engagement pour le changement sont innombrables. L'état de route dans la région du Sud est désastreux. Les axes Eboloa, Akom2, Kribi-Samelima, Ovonfan, Moyomesala, Benbis et bien d'autres en sont quelques illustrations emblématiques. En cette saison des pluies, le calvaire que nous subissons dans certaines localités est inhumain. Certaines localités du Sud n'ont pas connu d'électricité depuis l'indépendance de notre pays. Le comice agro-pastoral qui pourtant contribuait à développer, et à mieux urbaniser les chefs-lieux des autres régions n'a rien apporté de significatif à la ville de Boloa. Plus de 10 ans après le comice, certaines infrastructures, pourtant initiées dans le cadre de l'organisation du comice, n'étaient toujours pas terminées. Le chômage endémique des jeunes diplômés ou sous-scolarisés est criant. La mauvaise qualité de vie se dispute la scène sociale avec le désespoir généralisé.
nous devons également nous engager pour apporter un démenti clair et net à un mensonge qui n'a que trop duré. Celui qui consiste à présenter les ressortissants du Sud comme attachés à la personne et à la politique de M. Paul Biya pour la simple raison qu'il est natif de la région du Sud. Soutenir ce mensonge, c'est vraiment prendre des populations du Sud pour des esclaves. Comment peut-on être ou rester attaché à un homme qui, durant son très long règne, n'a affiché que condescendance et distance vis-à-vis des populations du Sud, qui se souvient d'un seul meeting qui traduirait cette prétendue proximité de Paul Biya dans une quelconque localité du Sud au cours des 30 dernières années. Par rapport aux populations du Sud, Paul Biya a toujours été un homme politique froid, insensible, sans contact, même symbolique avec des populations. Comment en est-on parvenu à tromper si grossièrement certains Camerounais en leur faisant croire que Paul Biya est plus attaché aux sudistes ou de ces derniers, ou que ces derniers lui vouent amour, loyauté et culte indéboulonnable? Le Sud, comme socle granitique du RDPC, est un slogan politique de griot. Ceux qui répandent cette propagande mensongère sont les élites impopulaires qui l'a fabriquée et qui apparaissent puis disparaissent du paysage politique régional au gré de ces décrets. Sur la base des faux résultats électoraux issus des laboratoires obscurs du régime sortant, l'on crée une légitimité fantasmée à Paul Biya dans le Sud. À l'observation, quand vous devenez élite dans le Sud, vous devez immédiatement vous adapter et devenir un expert de la fraude électorale. Ce sont ces ministres, directeurs généraux, hauts fonctionnaires ou chefs traditionnels soumis à Paul Biya, revendiquant même pour certaines le triste et regrettable statut de créature de Paul Biya, qui joue ce rôle indigne. Parmi ces élites, il y en a qui, à défaut de reproduire la même froideur que leur chef central vis-à-vis des populations, deviennent des agents de la terreur locale, trafic d'influence, accaparement des terres des villageois par force, chantage pour recrutement des jeunes de leur localité dans l'administration, l'armée ou la police, contre plusieurs hectares de terre, ainsi dérobés aux familles démunies. Cette deal prend souvent la forme d'un troc des temps contemporains. La famille obtient un policier ou un gendarme militaire et l'élite locale reçoit des terres en contrepartie. Depuis l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême de notre pays, beaucoup de dignes fils et beaucoup de dignes fils et filles du Sud ont payé au prix fort leur liberté de ton et leur refus de soumission à sa dictature et à sa corruption des esprits. La répression multiforme des sudistes devrait renseigner les esprits crédules sur la perception que se fait Paul Biya de tout sudiste réellement contestataire. Sans scrupule, même de belles armes y sont passées. Jean-Marc est là. Et Kamayon, épouse Moumi, Abel Inga, Charles Sylvestre Atebayene, Gervais Mandozé,
sont quelques victimes de la répression multiforme du régime de Paul Biya. Nous lançons un appel fraternel à nos frères et sœurs, afin qu'ils s'engagent pleinement au cours des semaines à venir, afin de prendre leur destin. Nous n'avons plus le choix. Les populations de notre région ne doivent plus avoir pour seul destin la souffrance et le silence ou la mort. Au bout de votre engagement, dans la compétition électorale à venir, et après tant d'années de sacrifices, vous verrez enfin la lumière sur l'impulsion de nouveaux pouvoirs véritablement soucieux de vos conditions de vie et du développement de notre région. Cessez d'être à la solde des politiciens véreux qui vous prennent en otage et vous instrumentalisent à des fins personnelles contre vos compatriotes des autres régions de notre pays. Prenez votre destin en main en tournant le dos à cette humiliation, à cette humiliante éducation de la servitude volontaire ou forcée. Vous deviendrez alors des citoyens et non plus des sujets exposés à la risée des hommes libres. En signe, M. Willy Meng, M. Narcisse Evina Ongoto, Maître Paul Freddy Olom, M. Emmanuel Fouman Nti, M. Marcel Eben, Madame Joanne Christelle Mondomo, Professeur Calvin Abaoum, Docteur Apollinaire Abba. Mesdames et messieurs, nous devons d'abord féliciter le courage, l'honnêteté du professeur Abaoum, qui vient de briser certains préjugés. Vous vous souvenez que depuis 3 ans, voire plus, depuis 2018, je m'attelle à vous dire que tous les Ekambeti ne sont pas avec Paul Biya. Que Paul Biya plus détruit les Ekambeti que ce que vous ne pouvez imaginer. Je me suis opposé d'ailleurs en Ghana, qui demandait qu'on tue tous les sudistes, tous les Boulous, comme étant les ennemis du Cameroun, comme étant des profiteurs. Je vous avais dit qu'il jouait plutôt le jeu du régime RDPC, le jeu de Paul Biya. Les Boulous ont profité de quoi? Lorsque vous regardez cette région, et même ceux qui ont eu à servir Paul Biya, que sont-ils devenus? Jérôme Dosé, qui chantait des cantiques, qui disait que la télé était le tam-tam de Paul Biya. Il est mort de façon inhumaine, désespérante, filmé, maigre comme un spaghetti, comme un clou, nourri à la bouillie, et filmé et projeté sur les réseaux sociaux pour l'humilier, lui le cousin de Paul Biya. Je vous avais dit de la façon qu'il a eu à détruire Joseph Désiré Ngo, un ministre, le plus jeune ministre de l'économie qui était brillant. Et parce qu'il ne voulait pas le voir progresser, il ne voulait que lui, dans cette région-là. Et c'est de la même façon qu'il a détruit aussi les bêtises, même de Yaoundé, où il n'y a plus rien. Mais, en même temps, quand l'élection arrive, c'est comme si tous les Boulous profitaient de quelque chose.
alors que même son propre aide de camp, le grand frère de Moutassé, il est mort d'accident sur une route présidentielle et faite de nids de poules. La région du Sud est l'une des régions les plus enclavées. Et au-delà de ça, n'a-t-on pas vu des intellectuels de là-bas qui sont dans le chômage? La lettre donc et les actions menées par le professeur Abayono, qui n'est pas seul. Il faut savoir qu'il y a par exemple l'avocat Maître Ntimbane. Il est bien goulou, qui a aussi dénoncé ce tribalisme-là. Et du coup, ce régime est donc totalement en perte de vitesse. La preuve, c'est que vous allez voir, ce régime qui n'a recruté dans le Sud que des élites pyromanes, des élites qui ont des problèmes de moralité et qui ont un culte de gourmandise financière, qui ont créé les hémorragies dans nos caisses, dans nos fonds publics, qui ont fait une véritable saignée. Ce sont ces élites que Paul Biya a utilisées pour essayer de contrecarrer le professeur Abayono Jean Calvin. Mais pourront-elles s'en sortir? Bien évidemment, on a pu voir que certaines de ces élites ont commencé des manœuvres pour essayer de décourager et même de faire la chasse aux sorcières, tel le directeur de l'ART. Lui, au regard de la sortie du professeur Abayono, a fait une autre contre-sortie pour pouvoir demander aux gens de pouvoir soutenir le régime Biya, le régime RDPC. Et bien évidemment, voici cet appel. La jeunesse des arrondissements de Djoum et Minton, en particulier, et du Sud en général, profondément attachée aux valeurs républicaines, à l'unité nationale et au respect des institutions de la République, tient à exprimer sa vive indignation suite à la diffusion le 18 juin 2025 par un groupe de personnes inconnues des cercles de développement du Sud, s'auto-glorifiant comme élite du Sud et de propos outrageants, diffamatoires et irresponsables tenus à l'encontre du régime du président de la République, son Excellence Paul Biya. La jeunesse de Djoum, Oven et Minton en particulier, et du Sud en général, condamne avec la plus grande fermeté cette déclaration irresponsable, empreinte d'irrévérence, de condescendance, d'indécence et de mépris, qui ne disent qu'à semer la discorde, à porter atteinte à l'image des institutions républicaines et à compromettre la stabilité et la paix chèrement acquises dans notre pays. En cette période où notre nation a besoin de cohésion, de responsabilité et de respect mutuel, la jeunesse de Djoum, Oven et Minton en particulier, et du Sud en général, appelle l'ensemble des citoyens à faire preuve de retenue, de patriotisme et de respect envers les plus hautes autorités de l'État. La jeunesse de Djoum, Oven
et Minton, en particulier, et du Sud en général, réaffirme son attachement indéfectible aux institutions républicaines et renouvelle son soutien total au président de la République, son Excellence Paul Biya, garant de l'unité nationale, de la paix et du développement du Cameroun en général et non du Sud en particulier. Fait à Djoum, le 19 juin 2025. On signe Madame Fouman, Mounevina, Monsieur Bet Ntondobe Gervais, Monti Mengeme Francis, Andabile, Docteur Sangeman, Emani, Martin, Meufena, Martial, Zé Jean Dieu, de Dieu, ah, toujours Jean de Dieu, Ayan Steve, Bissot, Bi, on commence Fabrice, Docteur Noël Oufula, Mboutou, Révérend Angono Abba, Bertrand, Billet Francis, Bedibi, Freddy Jude Steve, Ondobo, Alam Eugène. Mesdames et messieurs, vous voyez donc comment est-ce que la manipulation du RDPC tente de vouloir maintenant dire que ce sont les élites, il y a un appel. Le mal est profond. Ce n'est pas seulement ceux qui ont signé, mais c'est la quasi-totalité même des intellectuels du Sud. Comme je parlais de Charles Atebeyene, qui parlait déjà du pays organisateur. Il a été tué. Aujourd'hui, on peut constater que d'autres, comme les docteur David Eboutou, qui d'ailleurs a fait la prison, ont parfois soutenu ce RDPC, mais qui à la longue ont compris que c'était un régime satanique, c'était un régime luciférien, où il faut se compromettre. Le professeur Abayono n'est que la voix des sans-voix, de toutes ces mamans, de tout ce monde qui croupit dans la misère et qui a peur de la répression dans le Sud. Le professeur Abayono et tous ceux qui ont eu le courage de signer ou de militer dans les partis de l'opposition représentent la majorité des boulous qui ont faim, qui ont vu leurs enfants eux-mêmes dans des maisons ou tout simplement occuper les rôles de valets de ces ministres qui ne font que voler. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter aussi l'intervention du docteur David Eboutou, qui rejoint ainsi le professeur Abba Olomou. Les fraudes électorales massives orchestrées par les quelques élites nommées par le natif de Vomika et appellent leurs frères à l'irresponsabilité ou à l'action en octobre prochain. Docteur David Eboutou, votre première lecture de cette déclaration. Écoutez, quand j'ai reçu ce document hier de la part de mon aîné, le professeur Jean-Calvin Abba Oyolo, dont tout le monde connaît l'engagement au plan public, je l'ai lu et relu attentivement. J'ai regardé les noms des signataires. J'ai eu deux sentiments, ou alors deux lectures globales. La première concerne le fond et la seconde, c'est la forme. En ce qui concerne le fond, je n'ai pratiquement rien à dire parce que c'est le chapelet de l'écurie généralisée qui concerne le Sud Cameroun, ma région d'origine. Donc je suis 100% ressortissant. Et en cela, il est difficile de jeter un regard critique et de mauvaise foi sur ce document qui a été émis hier par quelques signataires. Et parce que tout le chapelet des problématiques que vous avez soulevées tantôt, oui, madame, je confirme que le Sud est une région totalement abandonnée.
une région où il n'y a pas de route, ou une région où la misère et le chômage frappent terriblement la jeunesse de ce côté. Mais ce qui fait encore davantage mal, c'est que le Sud a eu ces 30-20 dernières années une élite comprador jouisseuse qui s'est érigée en véritable mur de glace entre le président de la République, ressortissant du Sud, et justement sa jeunesse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des plaidoyers à l'attention du président de la République natif du Sud, il y a eu cette petite élite-là, cette petite caste-là, qui a tenu du président de la République. Et là, j'ai une pensée pour quelqu'un qui est parti très tôt, Jean Latébé, les paradoxes du pays organisateur, où effectivement, il est difficile de balayer dans le revers de la main tout ce que le président de la République a donné en termes de décret, en termes de puissance décrétoire à la région du Sud, en ce qui concerne la promotion de tout nombre de bénéfices à des fonctions privilégiées. Le Sud, pendant longtemps, a caracolé en tête des ressortissants ayant le plus grand nombre de postes ministériels, de direction générale, et qui ont occupé parfois des postes de décision très importants. Mais la question c'est, est-ce que cela s'est ressenti, cela a été implémenté, opérationnalisé sur le terrain? Mais là, la réponse est sentencieuse, que non. On a bien eu l'impression que le président, malgré toutes les informations qui lui sont remontées, à savoir que tout ce qu'il a voulu faire pour le Sud, à travers certains de ses fils, ne s'est pas fait, est resté de marbre, n'a pas réagi, et pire, a continué à maintenir ces gens-là à de très hautes fonctions. La preuve, regardez celui qui est le patron politique du Sud aujourd'hui, dans la région du chef de l'État, c'est quelqu'un qui est dénoncé systématiquement par toute la jeunesse, mais qui est là, qui terrorise la jeunesse à tel pour nous le moins habitable. Je ne veux pas vous parler de ce que ce monsieur, moi, me fait subir au quotidien dans cette région-là. Donc, pour vous dire qu'effectivement, on a aujourd'hui une classe d'individus qui fait partie de ce qu'on appelle l'élite politique et administrative du Sud, qui confisque tous les privilèges et qui fait croire au président qu'en réalité, le Sud continue de lui appartenir, que le Sud applaudit tous ses gestes, que le Sud, en réalité, reste son seul gravité. Ce qui est en total dépassage avec les réalités quand vous y êtes. Parce que moi, je vais au Sud toutes les 2 semaines et je peux vous assurer, chère madame, que quand vous êtes à Eboloba, à Sambelima, à Créville, à Côte 2, je vous assure, c'est la misère galopante. C'est des distances que vous parcourez dans un état de route chaotique. Moi, je suis à 60 km d'Eboloba. 60 km d'Eboloba, le petit village s'appelle le Sambo, où je suis d'ailleurs grand notable. Je vous assure que pour partir de la villa, donc du chef-lieu de la région du Sud, d'Eboloba, pour rejoindre la villa, vous parcourez pratiquement 8 heures de temps. C'est une distance de 60 km. Pourquoi? 100 Parce qu'il n'y a pas de route. Et vous trouvez quand même là qu'il y a un ministre d'État qui trouve à la tête d'un ministère depuis plus de 20 ans. Vous trouvez qu'il y a des secrétaires généraux du ministère. Vous trouvez qu'il y a des directeurs généraux. Alors, mais qu'est-ce qu'ils font? Et pourtant, au quotidien, dès qu'il y a un événement politique, qu'est-ce que vous voyez? Tout se rabatte au Sud. Convoque des vieilles mamans, là, distribue un peu de sardines, là, distribue un peu de pain, là, distribue un peu de pain et tissu, et font des motions de soutien. Et on vous emballe, vous vous retrouvez dans des listes avec des noms imaginaires, et la suite effectivement qui est dénoncée dans ce document, à savoir la fraude, c'est une réalité où les chefs traditionnels sont embarqués dans des chantiers qu'ils ignorent totalement. Donc, là, c'est la première lecture que j'ai eue dans le fond. Mais sur la forme, et c'est là où j'ai écouté beaucoup de doutes. Le professeur Abba Oyolo, il sait toute la sympathie que j'ai pour lui. Et je le lui ai dit hier dans la discussion que nous avons eue ensemble. Mon seul problème, c'est que ce document semble être teinté, semble être monocoloré. C'est-à-dire qu'on y voit davantage des militants convaincus d'un parti politique, qui est le MRC en l'occurrence. Moi, en ce qui me concerne, outre le fait que je sois sympathisant et que j'ai été un grand sympathisant de la personnalité du professeur Boisanto, grand universitaire, bien intellectuel, depuis plusieurs années, j'ai pris clairement mes distances avec ce parti politique-là qui n'a pas voulu faire sa messe au travers des contradictions idéologiques, des contradictions politiques qui se sont manifestées de la façon la plus brutale. Et chaque fois qu'il y a eu un débat politique public, nous avons reçu plutôt des objections, nous avons reçu des patois, nous avons reçu des attaques personnelles qui nous ont placés dans notre chapeau au lieu d'aller dans le champ d'un débat contradictoire. Au point où je suis le seul qui dit et assure le fait qu'aujourd'hui, ce parti politique-là fait plutôt peur.
Et je me suis livré, pour ceux qui me lisent au quotidien, à multiplier les biais qui démontrent qu'au travers d'un nombre de positionnements idéologiques et politiques de ce parti politique-là, la question foncière, la question démocratique en elle-même, etc., la question du diplomatisme communautaire, toutes ces problématiques-là font que moi, j'ai pris totalement mon recul avec ce parti. Et donc, le fait de voir des signataires qui sont davantage monocolorés aux couleurs de ce parti politique-là m'a amené à prendre des distances claires. Mais dans le fond, écoutez, chère madame, par honnêteté intellectuelle, il faut reconnaître que c'est le chapelet de problématiques, effectivement, qui relève de notre région qui connaît une écurie générale. Docteur David Eboutou, est-ce que vous avez l'impression qu'il soit monocoloré ou pas ce discours? Est-ce que vous avez l'impression que les populations du Sud vont écouter? Parce que c'est un son de cloche qui résonne depuis 43 ans aujourd'hui, mais le score aux élections ne nous dit pas que les populations du Sud ne sont pas contentes du président et des élites. Non, pas du tout. La vérité, c'est que ce genre d'initiative, il y en a souvent eu, hein, des initiatives portées par des brillants intellectuels, Abel Ininga à l'époque, et non d'ailleurs messieurs, nous-mêmes à l'époque, on a souvent porté ce genre d'initiative. Mais je crains que ce genre d'initiative ne croise un mur de glace pour la simple raison, bon, d'ailleurs, pour le cas échéant, la correspondance qui nous concerne ce matin, les personnalités signataires ne sont pas assez représentatives. Ne sont pas assez représentatives, on ne les voit pas sur le terrain. Au Sud, je vous ai dit que j'y vais toutes les 2 semaines. Et moi qui annonçais en primeur il y a encore 2 semaines, alors que j'assistais à la mise en bière d'un patriarche du côté du Sud, qui est décédé il y a 2 mois, alors que je prenais part à sa mise en bière à l'hôpital régional de Boloba, un morgue est venu me signaler qu'on était en train de mettre le régional MRC du Sud à la mort. Et surpris, j'ai annoncé ça sur ma page Facebook pour m'étonner de ce que quelqu'un qu'on avait vu quelques semaines plus tôt avait trouvé la mort de la façon la plus bizarre. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, des initiatives comme ça, il faut peut-être parler, mais quel impact, quelle efficacité sur le terrain? Parce que, croyez-moi, depuis hier, les sudistes, eux-mêmes ne sont même au courant qu'il y a une telle correspondance qui circule, qu'il y a un tel brevet, qu'il y a un tel, comment dire, créneau de chapelet qu'on éclaire sur leur problématique qui les concerne directement. Parce que, justement, non seulement ces personnalités signataires ne sont pas assez crédibles, en fait, ne sont pas assez visibles sur le terrain, ne sont pas assez visibles au quotidien, beaucoup peinent même à connaître qui est tel, tout cela que vous avez vu. Donc, c'est ça d'abord le premier problème. Et puis, il n'y a pas eu une initiative concertée qui a abouti à la rédaction de ce document. C'est-à-dire que quand le professeur Abba Ouelou m'a envoyé, je suis le premier à être surpris. Combien d'intellectuels du Sud, combien de personnalités, de figures publiques reconnues dans l'engagement au Sud ont été consultés. Je n'en sais trop rien. Et donc, on a découvert comme ça. Et moi, par solidarité en termes d'engagement pour élever ma région, voilà, je l'ai juste relayé aussi. Mais dans le fond, il n'y a pas eu un travail assez sérieux, crédible, qui peut, moi, me permettre d'affirmer ce matin que, voilà, le Sud pouvait s'appuyer sur ce document-là pour en faire un prétexte de manière à opposer une quelconque forme de résistance dans les jours à venir. Mais vous qui allez au Sud justement toutes les 2 semaines, comme vous venez de nous le déclarer, est-ce que vous avez l'impression, lorsque vous discutez avec les populations du Sud que vous rencontrez tout le temps, qu'elles ont encore besoin qu'il y ait des élites qui viennent leur dire de ne pas être contentes en octobre prochain lorsqu'il faudra voter? Est-ce que vous pensez que le sentiment dans le Sud profond est en phase avec le chef de l'État après 43 ans? Écoutez, au Sud aujourd'hui, il y a davantage un sentiment de frustration, n'est-ce pas? Et puis un sentiment de crainte qui vient même de peur. C'est-à-dire que le sentiment que vous avez quand vous êtes aujourd'hui au Sud, c'est de voir un peuple qui se demande, ou alors une région qui se demande à quel instant elle va être vouée après le départ du chef de l'État. C'est-à-dire que pendant longtemps, on leur a vendu un discours de cet arbre qui cache la forêt, alors disant le chef de l'État sera toujours là pour vous protéger, le chef de l'État pense à vous, et ainsi de suite, donnez-lui un peu de temps. Et on leur a tenu des discours totalement teintés d'hypocrisie, de mensonges, qui a permis à ces partis politiques de RDPC de gagner du temps. Maintenant qu'il y a une certaine réalité qui devient implacable, à savoir que le chef de l'État ne joue plus de la même vitalité que lors des années d'antan, et il y a une réalité qui commence à revenir au visage des sujets, qui s'interrogent. Qu'est-ce qui va se passer après? Surtout, quand on écoute un certain type de discours sur les réseaux sociaux ici et là, par des acteurs publics souvent importants,
qui rappelle que, vraiment, après le président Biya, il n'y aura plus un fils Sud qui sera là, le Sud a fait trop de mal. Donc, c'est un discours qui tend à généraliser les crues qui frappent le pays aujourd'hui et à mettre cette durée-là sur la tête d'un homme. Et c'est pour cela que j'aime souvent à rappeler que s'il faut porter un regard critique sur la gouvernance de M. Biya, le président de la République, il faut bien rappeler que M. Biya a gouverné avec une caste multi-ethnique. C'est-à-dire que vous retrouvez là un peu de tout. Ouais. C'est cette caste Tout à fait. là qui est au pouvoir et qui s'est accaparé de tout. Ce n'est pas une région. Tout à fait. Je suis vous, du Sud, mais vous savez mon engagement dans l'espace public et vous savez toutes les frustrations que les gens m'ont fait subir. Et nous sommes comme ça des milliers et des milliers de jeunes qui, aujourd'hui, nous nous interrogeons sur un avenir qui semble venir à vitesse, mais qui n'est pas totalement pris en compte par justement cette jeunesse-là qui s'interroge et qui continue bizarrement à aller suivre les vendeurs d'illusions, c'est-à-dire les responsables politiques qui viennent au Sud leur dire que voilà, le président a toujours la même fidélité dans le temps, il va faire un certain nombre de choses, alors que nous parlons là d'un homme bien qu'on ait voulu le présenter comme un homme providentiel, mais on parle quand même d'un patriarche qui a 93 ans, madame. Et le dire, ce n'est pas faire offense ou faire outrage à une personnalité de son rang, mais c'est de rappeler quand même que nous restons des humains. Et à ce stade, il me semble qu'on a beaucoup plus besoin de se reposer, hein, de faire un peu de sport, de soupirer, et puis... Faire le sport à 93 ans aux questions intellectuelles et autres qui peuvent vous épuiser davantage. Et donc, nous qui pensons avoir un regard lucide, disons donc qu'il est temps aujourd'hui qu'il y ait une espèce d'état généraux des fils et des filles du Sud pour s'asseoir et définir une nouvelle orientation pour que le Sud, voilà, se relève et ne soit plus cette région que tout le monde a adaptée, de région à plat ventriste qui a soutenu inlassablement le chef de l'État malgré les orientations qui nous ont conduit dans quelques détails que ce soit. Donc, la réalité, c'est celle-là. C'est qu'on ne peut pas dire, oui. Comme le Sud, il y a eu le Grand Nord et longtemps avant, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Comment interprétez-vous ces révoltes? Ne sommes-nous pas tout simplement à l'ère des comptes? Alors, il faut savoir, si j'ai bien compris votre question, et il faut savoir que nous sommes dans une démocratie en construction. Et malheureusement, il y a des réalités qui impliquent que chaque construction. Démocratie en construction. On était ces facteurs-là. Vous savez que en termes, quand on parle d'un attachement, d'un vote, des questions comme ça, on parlera toujours d'un attachement communautaire, d'un vote affectif. C'est-à-dire que vous trouverez une vieille maman de chez moi, une grand-mère, qui n'a jamais entendu parler de Cabral Libye, de tel autre faisant de Félix Expo-Matoba, mais qui vous dira qu'elle connaît la figure tutélaire de Paul Biya, qui est le président. Et donc, le jour où il viendrait que voilà, elle doit voter, ou que son époux doit voter, que la famille doit voter, alors on vote par affection, par communautarisme, parce qu'on lui a dit, le monsieur ici, il parle vos langues, il comprend vos problèmes et tout ça. Donc, il y a tout ça. Donc, quand vous faites le parallèle avec le Grand Nord, il y a également cette question là-bas. Effectivement, on voit que pendant longtemps, il y a eu un débat qui a circulé, c'est-à-dire que, et qui est ressuscité aujourd'hui par des gens comme Baye Gatama, qui rappellent que voilà, le Grand Nord a soutenu le président pendant longtemps et qu'il est temps de leur faire la part. Voyez-vous, c'est les lectures communautaristes qui puisent dans l'ancrage dans une certaine réalité. Une réalité qui veut qu'on se sente plus en sécurité quand le pouvoir relève de votre communauté, quand le pouvoir relève d'une proximité qui peut être sociologique, anthropologique, économique, etc. Et malheureusement, il se passe que certaines élites ont donc surfé sur ces logiques-là pour asseoir leur pouvoir. C'est-à-dire que quand vous regardez la carte ressortissante du Sud qui a accompagné le président de la République durant tout son magistère, c'est des gens qui sont bougrement riches, qui sont bougrement embourgeoisés. Allez voir dans quel luxe insolent ils vivent dans les villes comme Egolova, le Djaïm, un peu de partout. Mais regardez à côté le niveau de précarité générale des populations qui sont autour d'elles, ces gens-là. Donc, c'est tout vous dire. Et là, nous croyons que le président, qu'il le veuille ou pas, va malheureusement assumer cet héritage, à savoir qu'il a privilégié une petite caste à qui il a tout donné, et c'est service de cette caste-là en tenant uniquement en compte les rapports que cette caste-là lui a envoyés pour continuer à gouverner. Et malheureusement, la réalité aujourd'hui est implacable et veut qu'après son départ, on retiendra, qu'on ne veuille pas que le Sud n'a pas
vraiment profiter de son passage à la tête de l'État. C'est la réalité. Tout le monde peut se rendre à l'évidence que le Sud, c'est un véritable paradoxe. Ceux qui ne connaissent pas le Sud font des lectures imagées, en rappelant que le Sud a tout eu, ceux qui ont le pouvoir, ils sont là pour les responsabilités. Non, mais c'est une petite taxe d'individu qui ne fait même pas 0,001%. C'est une petite taxe. On connaît compter au bout des doigts, et ce sont les mêmes qui sont là avec le président depuis 30, 40 ans. Je voulais citer quelques figures tout à l'heure. Celui qui est à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur est plus de 20 ans. Mais regardez, à part le fait qu'il veuille devenir aujourd'hui roi de l'Anguilla, parce que, étant passé encore récemment chef supérieur du deuxième degré, ayant transformé son village qui est devenu presque un grand site touristique, mais allez interroger son village à la tête du Sud, rien du tout. Rien, c'est regrettable. Voilà donc la qualité d'élite qui cela interroge même sur le type de choix que le président a été appelé à faire en choisissant ce qui effectivement devrait être les relais entre le fils du Sud et lui. Parce que quand vous avez constamment des prières sur de tels individus et qui ont passé le temps justement à maintenir le Sud dans la précarité, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise comme conclusion? Donc, nous allons continuer à faire notre travail. Aujourd'hui, on essaie d'attirer l'attention pour voir il y a un débat. Et lequel débat veut que, voilà, on ne sait pas encore. Est-ce que le président sera candidat ou ne sera-t-il pas?